Salut tout le monde, ici c'est Luxuris et bienvenue sur le plateau de Luxuris TV pour cette première édition. Alors pour les gens qui ignorent qui nous sommes, Luxuris c'est un collectif pluridisciplinaire basé sur Montpellier. Nous avons un pôle art plastique, un pôle art du spectacle, un pôle cinéma, un pôle musique, un pôle littérature. On fait aussi des projets d'éducation populaire ainsi que des ateliers. En gros, Luxuris c'est une communauté éclectique qui travaille dans le partage et la bonne humeur vers un but commun. Du coup, je vous invite grandement à faire un tour sur notre site internet luxuris.art, à nous suivre sur Instagram et surtout de vous abonner à notre chaîne YouTube. Les portes de Luxuris sont ouvertes à tout le monde, la seule condition d'accès c'est l'adhésion. L'adhésion est de 5 € par an. À savoir qu'en tant qu'adhérent, tu peux toi-même porter tes propres projets. Pour cela, il suffit de télécharger et de remplir la fiche projet et de nous la renvoyer. Une fois qu'elle est validée, tous les derniers dimanches de chaque mois, il y a une AG spéciale pour les votes. AG pendant laquelle les projets sont discutés, débattus et votés. Et si le projet est voté à majorité, il est produit par l'association. Voilà, ça c'est pour les bases. Et surtout, en tant qu'adhérent, tu peux aussi avoir accès aux newsletters, tu peux avoir accès à nos stories privées et surtout accès à notre Telegram afin de communiquer avec les autres adhérents. Alors si on a choisi de se lancer sur YouTube avec cette émission, c'est surtout parce que déjà, il faut voir nos têtes. Et surtout, on a décidé de lancer cette formule pour discuter et chroniquer autour des projets de l'association, mais aussi des projets qui se trouvent sur Montpellier dans la métropole, et surtout de débattre aussi des sujets qui nous sont chers. Aujourd'hui, je suis en compagnie d'Eva et d'Alexis, que vous avez déjà pu voir sur différents projets de l'association. D'ailleurs, moi, c'est Quentin aussi, en passant. J'ai envie de te dire, générique. Et on commence tout de suite avec l'art plastique. Donc pour les personnes qui souhaiteraient s'exercer aux arts plastiques, sachez que nous avons lancé un cycle de 1 atelier par mois. Donc 2 ateliers ont déjà été réalisés, mais pas de panique, il y en a encore 3 à venir. Vous avez donc le 24 juin la possibilité de faire un atelier acrylique, le 22 juillet un atelier PAO et le 23 juillet qui sera centré sur les mélanges des médiums. Donc évidemment au niveau du prix on a 15 € pour les adhérents et 20 € pour les non-adhérents. Adhésion comprise du coup. Adhésion comprise, tout à fait. Du côté littérature, nous avons enfin officialisé notre maison d'édition avec notre premier ouvrage, La blessure de mon cœur et celle des autres, écrit par Victoria. Mais vous allez nous en dire plus ? Du coup, La blessure de mon cœur et celle des autres, c'est le premier livre édité par Luxuris. Et donc, c'est un projet qui est né d'une rencontre entre Victoria, l'autrice du livre, et Zoé, une ancienne adhérente de Luxuris. Donc, pour situer un peu, Victoria, c'est une femme qui était sans domicile fixe pendant le confinement, donc année 2020 à Toulouse. Et elle a récupéré en fait au fil de ses rencontres avec d'autres personnes sans domicile fixe, elle a récupéré plusieurs témoignages qu'elle a notés et qu'elle a compilés pour en faire un manuscrit qu'elle nous a ensuite passé pour qu'on le transforme en livre. Donc du coup, nous on a récupéré le manuscrit original, on l'a lu et ensuite on a trié les témoignages en thèmes. Donc on avait par exemple comment peut être vécue la vie de personnes à la rue ou encore comment on peut en arriver à cette situation, à vivre cette situation. Les témoignages de plusieurs personnes donc, qui figurent dans ce livre ainsi que de Victoria témoignent d'une chose, c'est qu'en fait il n'y a pas de profil type. On peut se retrouver à la rue, qu'importe notre profession, qu'importe d'où est-ce qu'on vient, où est-ce qu'on a envie d'aller ou quoi que ce soit. Et puis nous avons vu au cours des dernières années et donc de l'actualité avec le coronavirus, la guerre en Ukraine, une hausse des prix drastique. Donc plusieurs associations sont engagées dans des événements solidaires et militent avec pour outil la culture. Donc évidemment j'ai envie de citer Solidart qui organise un événement qui met en avant 90 artistes avec exposition, performance, petits concerts, tout ça. Et donc l'intégralité de ces fonds revient directement au Secours Populaire, donc pour qu'ils puissent aider pour les aides alimentaires et également pour les logements.
Il y a également plein d'autres associations qui militent, mais ce serait difficile de parler de toutes, donc je repasse la main à Eva. Du coup, en observant un peu le nombre croissant de personnes vivant à la rue ces derniers temps, je pense qu'on ne peut pas le dissocier du fait qu'il y a aussi beaucoup de bâtiments qui sont abandonnés. Donc c'est avec cette idée en tête que personnellement j'ai voulu faire quelques recherches et j'ai trouvé une notion de géographie sociale qui s'appelle l'urbanisme transitoire. Donc c'est né en 2010 et ça consiste à investir des lieux abandonnés en démolition ou en construction. Et en fait, souvent c'est des associations qui investissent ces lieux pour faire des activités artistiques à l'intérieur. Et du coup, on a un exemple ici à Montpellier, dans le quartier de la Mosson, qui est la tour d'Assas, sur laquelle on reviendra plus tard avec l'interview de Alexis à Noluc, qui clôturera cette première émission de Lux TV. Pour clôturer, on ne naît pas SDF, on le devient. À la suite d'un groupe d'événements qu'on n'a pas forcément vu venir. La blessure de mon cœur et celle des autres est juste au final une création artistique qui met cette réalité macabre en lumière. L'équipe de Luxuris a dû mettre en place une cagnotte pour pouvoir arriver au bout de l'édition. Et d'ailleurs, les adhérents, vous avez été au rendez-vous et c'est d'ailleurs grâce à vous qu'aujourd'hui on peut vous présenter avec beaucoup de fierté et de sueur, La blessure de mon cœur et celle des autres, qui est donc le premier bouquin édité de Luxuris. 12,50 sur le site internet. Petite précision. Vous le trouverez là. Musique maintenant ? Musique maintenant. Alors du côté de la musique, ces derniers jours, donc 17, 18, 19 mai, nous avons fait un gros projet qui rassemblait environ 26-30 artistes au local de l'asso. Donc on s'est retrouvés entre musiciens et musiciennes. Donc on avait des rappeurs, rappeuses, des beatmakers, juste musiciens, musiciennes. Et donc on s'est retrouvés, on a écrit, on a chanté, on a rappé, on a fait des prods. Et de ce travail de ces 3 jours, du coup on a fait beaucoup de morceaux. Et on va donc sortir une ou plusieurs mixtapes, on ne sait pas trop encore. Ça ce sera pour plus tard, mais vous verrez passer ça sur les réseaux. Et pour changer de disque... La Kiddie Rave. Alors, qu'est-ce que c'est que la Kiddie Rave ? La Kiddie Rave, c'est un événement qui arrivera en France, arrive en France pour la première fois, à savoir une rave party pour enfants. Exactement. C'est assez incroyable. C'est un projet d'éducation populaire, un projet qui mêle éducation et culture. Alors, l'intérêt de ce projet, il est divers. C'est que déjà, l'univers techno, électronique est un univers qui subit pas mal de clichés, qui a une mauvaise image aussi, merci BFM TV. Mais du coup, nous, ce qu'on veut faire, c'est créer vraiment l'ambiance free party pour les enfants, à savoir prendre les valeurs d'origine, à savoir des valeurs de liberté, où les enfants peuvent se rencontrer et avoir un espace où ils peuvent être eux-mêmes et embrasser la liberté. C'est très joliment dit. Merci. L'événement, on restait un peu au jus parce que l'événement est censé avoir lieu le 5 juillet. L'événement aura lieu en 2 parties. Une première partie en après-midi réservée au centre de loisirs, où il y aura une initiation à la musique électronique, à l'univers électronique, des ateliers Kendama et Diabolo, ainsi qu'un dance floor évidemment, ainsi qu'un chill out où ils pourront se détendre avec des petits jeux en bois. Le soir sera ouvert au public, aux enfants de moins de 14 ans, car si vous êtes un adulte sans enfant, vous ne rentrerez pas, sauf exception. Du coup, cette soirée est sans alcool et sans drogue, je précise, c'est une free party pour enfants, pas de cigarettes non plus. Et pareil, il y aura un dance floor, il y aura un bar, il y aura de la bouffe. Voilà, ça sera pour les enfants
et on est là pour les faire kiffer quoi. Et surtout hyper important, l'événement est fait en partenariat avec Universitech. Et on se retrouve sur le plateau pour la carte blanche de Quentin autour de l'histoire de la techno. Alors avant tout, il est temps de mettre fin à un énorme amalgame. Alors, quand on parle de musique électronique, on a tendance à employer le mot techno. Sauf qu'en fait, la techno, c'est un genre de musique électronique à part entière, avec ses propres spécificités techniques. Alors, j'en parlerai pas parce que je suis pas un expert en la matière Et que ça prendrait trop longtemps. aussi. Voilà. Puis on va éviter de dire des bêtises. Mais par contre, son histoire à la techno est assez intéressante. Alors, déjà, on va voyager loin des rêves parties européennes. Là, on est dans les années 1980 à Détroit. Détroit qui est une ville des États-Unis. Détroit qui est aussi surnommée The Motor City, parce qu'elle est connue aussi pour son commerce automobile. Alors on est sur une ville industrielle rouillée en plein déclin, rongée par le chômage. Car à savoir que Détroit, 20 ans auparavant, a vécu des grosses émeutes raciales qui a laissé vraiment une grosse marque d'insécurité et de chômage. Et du coup, au milieu de ce capharnaüm, il y a une jeunesse afro-américaine qui essaye de se trouver une place et de se reconstruire aussi. Sauf qu'à Détroit, la culture est absente et du coup, tout était à faire. Et c'est alors que des associations lycéennes ont décidé de changer la donne en faisant des soirées de dance party. Alors là, à l'époque, on écoutait de la new wave, du disco, du funk. C'était une époque où l'industrie musicale avait un sens. Une époque où Forever Young c'était Alphaville, une époque où la disco c'était tous les soirs de la semaine. Sauf que là on est loin des soirées gadou. Là les dance parties c'était ambiance Milan, Paris, fallait s'habiller chic, fallait s'habiller classe. Les DJ de Détroit étaient friands de toutes les nouveautés et cette vision éclectique, et c'est cette vision éclectique qui donnera naissance à ce qui sera plus tard la musique techno. Déjà, on peut noter le gros apport qu'a été le groupe Kraftwerk. Non seulement d'ailleurs pour la techno, pour toute l'électronique de manière générale, ainsi que le funk, mais surtout la disco italienne. La disco italienne ? Comment ça? Alors en fait, la disco italienne, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aux États-Unis, à ce moment-là, la disco perdait un petit peu de son charme. On en produisait moins, sauf que du coup, les Européens étaient un peu tristounés. Donc, en Europe, on s'est mis à produire notre propre disco. Une disco un peu plus synthétique, une disco un peu plus électrique, ce qui qu'on appelait l'électro-disco. Et en Italie, du coup, il y a une musique qui opéra, et on a les prémices d'une musique sans parole, d'une musique exclusivement dansante, comme Love in C minor de Cerrone. Et ça, les gens à Détroit, ils ont kiffé. Pas de paroles, du synthé, que de la danse. Tout ça nous ramène aux premiers morceaux qui seront les piliers de la musique électronique, de la musique techno, pardon. Bon, là, les sources sont pas forcément d'accord, mais on va prendre ce qui semble le plus cohérent selon moi. Alors d'abord, on a Rowan Atkins qui créa le groupe Cybotron en 1981. Là, on est sur une musique d'inspiration science-fiction, Star Trek principalement, qui était ça. Il citait beaucoup le commandant Kirk. Donc avec des sonorités acides en fait. En définitive, c'était du Star Trek. Tu vois l'intro de Star Trek ? Ouais. Bah voilà, t'as l'idée du schmilblick. On avait aussi en parallèle un mystérieux groupe de personnes qui lança le morceau Charivari. Et ça, c'était la folie. Tout le monde dansait dans les dance parties, ça ne s'arrêtait pas. Et là, il y a un homme, Charles Johnson, qui s'appelait aussi The Electrifying Mojo. Ce gars, qui est-il ? Ce gars, c'était justement le mec qui disait qu'est-ce qu'il fallait écouter à Détroit. Il était dans sa radio et dès qu'il sortait une musique, ça devenait la tendance du moment. Du coup, il a appelé ces gens pour jouer dans son studio. Sauf qu'ils n'ont pas voulu donner de nom. Ils ont voulu rester anonymes. Et du coup, ils se sont présentés comme étant The Number of Name. Alors d'ailleurs, petite parenthèse, mais on pense que c'est cet anonymat qui a fait que la musique électronique n'a pas eu l'expansion qu'elle méritait aux États-Unis. Parce qu'on était dans une époque où il fallait du glamour, où il fallait des visages, il fallait du drama, il fallait des histoires, alors que eux, c'était juste la musique pour la musique et rien d'autre. Et là, du coup, on a une musique électronique qui naît un petit peu d'un besoin de crier au milieu de cet enfer industriel, de remplir un vide laissé par ce capitalisme technologique
On va dire que c'est une contre-culture qui cherche à déprogrammer les esprits programmés par une musique froide et dénuée de paroles. Une musique signe d'hommage aux cendres de Détroit et doigt d'honneur à ceux ayant détruit la ville. Alors là, on parle pas encore de techno, on parle de la house de Détroit. C'est en fait avec le mot techno-rebelle qu'on trouve dans le manifeste La Troisième Vague d'Alvin Toffler, qui est une référence pour les artistes de l'époque à ce moment-là. Et c'est en 1988 que sort une compilation techno, The New Dance Sound of Detroit, qui arrive en Angleterre, que la techno commence à se faire connaître. Et du coup, le succès qu'on lui connaît, les musiques voilà, tout se passe extrêmement bien pour la techno, jusqu'alors à prendre ses marques dans le milieu underground européen. Mais ça, c'est une autre histoire qu'on ne va pas élaborer maintenant parce que ce serait très long à expliquer. Mais du coup, maintenant, je propose qu'on s'intéresse un petit peu à ce qui se passe à Montpellier. De retour sur le plateau pour les actualités montpelliéraines. Donc on commence par le théâtre, où du 1er juin au 21 juin se déroulera le Printemps des comédiens au Domaine d'Eau, mais pas que. C'est un festival de théâtre qui a lieu tous les ans à Montpellier qui met... on peut dire que c'est un festival assez éclectique, avec vraiment plein de gros noms, du gros gratin. Je vous conseille d'y jeter un coup d'œil. Et du coup, du côté du cinéma, ça se passe comment ? Alors, du côté du cinéma, donc il y a un film qui est sorti en 2020 de Hajime Hashimoto, qui retrace en fait un petit peu l'histoire de Hokusai. Alors Hokusai, vous le connaissez absolument tous, c'est l'auteur... Ouais. Si, je t'assure. C'est l'auteur de La Grande Vague de Kanagawa. Et donc en fait, ça retrace l'histoire de ce peintre un petit peu mythique du Japon. Et c'est un film qui sera disponible encore jusqu'au 6 juin. Au Diagonal. Au Diagonal. Et du coup, au Diagonal sort le 21 juin le nouveau film de Wes Anderson qui s'appelle Asteroid City. Donc Wes Anderson c'est un réalisateur, scénariste, producteur américain assez connu pour ses plans symétriques, ses décors élaborés, ses couleurs vives. Si vous ne connaissez pas, je vous conseille d'aller voir The Grand Budapest Hotel ou encore... il a fait beaucoup de films vraiment très sympas, donc je vous conseille d'aller voir ses anciens films pour vous mettre un peu dans le bain. Et donc Asteroid City, qui va sortir le mois prochain, c'est sur un contexte de ville désertique aux États-Unis vers 1955. Et donc il y a de la révolution, des astronomes. Je ne vais pas vous en dire plus, vous verrez si vous êtes tenté quand vous le verrez. On profite aussi pour rappeler que pour les étudiants, il y a le Pass Youth. Genre, vous payez une adhésion par an et vous avez les places de cinéma à 3 € toute l'année. C'est vrai ça. Voilà, je me précise. Dont Diagonal. Voilà, c'est tout. Il faut avoir la chance d'être étudiant, mais sinon ça fonctionne. Si vous avez la chance d'être étudiant, allez-y. On va passer du tout au tout. Là, je vais vous présenter le Simple Fest, du coup, qui aura lieu le samedi 25 juin et le dimanche 26 juin aux arènes de Pérols. Au niveau du genre, c'est un petit peu éclectique dans la mesure où, en fait, c'est la Confédération des motards qui propose ça. C'est assez drôle. Donc le 25, vous aurez du coup l'ouverture des arènes avec Pipi Tornado, Madame, Johnny Carwash, Royal Republic. Le 26 à 20h, vous avez l'ouverture des arènes et vous aurez droit à un super concert de Hubert Félix Stieffen, qui est le chanteur préféré de ma maman. Et je vous invite d'ailleurs à le découvrir. Donc c'est organisé par la Mutuelle des motards. Au niveau du prix, le 25 c'est 29 € et le 26 ce sera 49 €. Et donc toi tu dis Pérols. Oui, je dis Pérols. Pourquoi c'est Pérol ? Je sais pas, dans le tram, elle dit Pérols. Bon, et sinon, Art Plastique, le Moco Panacée propose jusqu'au 10 septembre l'exposition de Anna Mendieta. Qui, voilà, c'est de l'art contemporain. Hein, donc, je vous laisse y aller vous-même pour vous faire une idée précise de la chose. Voilà. Et sur ce, on enchaîne avec l'interview de Nolok autour de la Tour d'Assas, qui est en vidéo, donc magnéto. Est-ce que tu sais comment est né ce projet ? Mais qui a initié le projet ? Ça vient, comme vous disiez, des permis d'imaginer à la base. Ouais. C'est la ville de Montpellier qui a lancé ça.
Donc il y a eu un appel d'offres, c'est Créatures Créatrices, une association de Montpellier qui a remporté l'appel d'offres. Super. Et du coup, c'est eux qui chapeautent un petit peu l'ensemble du projet. Ok. Et est-ce que du coup, il y a d'autres artistes qui ont été mobilisés Alors, pour ce qui est des artistes plastiques, on est 3 à intervenir. Il y a Salamèche, Mara et moi-même. Et après, il y a d'autres artistes qui interviennent, notamment des funambules ou des artistes qui travaillent plus dans le cirque. Donc, quelles ont été tes interventions à toi, donc artistiquement parlant et humainement parlant? Alors, il y a déjà une partie des interventions où c'est des ateliers en fait avec les jeunes des écoles du quartier. D'accord. Donc, moi, pour ma part, j'ai commencé et j'en ai encore à faire. J'ai 4 classes différentes qui viennent pendant 4 heures et je les initie un petit peu à ma technique artistique. Du coup, on développe un petit peu et puis on a l'occasion d'utiliser les murs du bâtiment pour pouvoir directement s'exprimer dessus. Donc, toi, quelle est ta discipline artistique? Alors, je touche un petit peu à tout. Si on devait résumer mon travail, ça surfe autour de la calligraphie, de l'écriture. D'accord. Ce qu'on appelle une écriture asémique. Donc c'est une écriture qui est complètement dénuée de sens. C'est une écriture que j'ai inventée. Ok. Linguistiquement parlant, elle n'a pas de signification particulière. Ça va être quelque chose de graphique. Et la signification qu'on va pouvoir lui apporter, elle va être vraiment purement artistique ou philosophique. Et en fait, j'utilise ces écritures. Et après, ça va être la manière dont je vais les amener sur différents supports, avec différentes techniques qui vont lui donner un petit peu de relief et un petit peu plus de poids. Et c'est là qu'elle va prendre toutes ces dimensions. Après, c'est un art qui est à mi-chemin entre le figuratif et l'art abstrait. Ok. Et du coup, c'est un petit peu à chacun de se faire son interprétation, même s'il y a quand même des pistes que moi je mets à l'intérieur. Je pense que c'est une chance, mon travail, il peut se mixer avec plein de choses. Et c'est ce que j'essaie de faire, en fait. Donc ça peut être, je sais pas, de la poterie, fabriquer des meubles. Et en fait, je vais incruster ma patte à l'intérieur. Ok. Donc Voilà. c'est vraiment selon tes envies. Selon mes envies, exactement. Quel est ton intérêt pourquoi le street art? Quel est ton intérêt à exercer dehors? Il y a 2 intérêts, je dirais. Le premier, c'est c'est un plaisir personnel. D'accord. C'est quelque chose Ça s'entend. c'est quelque chose que j'ai commencé il y a quelques années avec des copains. Et souvent on sort à 2-3, on va dessiner, coller ensemble. Donc c'est vraiment un moment de plaisir de faire ça. C'est la fin de cette première édition de Luxuris TV. Alors, je vous invite grandement à nous suivre sur Instagram, sur luxuris.art et surtout de liker la vidéo et de commenter la vidéo et surtout de nous dire si vous voulez une suite parce que nous, on est chaud de refaire ça et de s'améliorer au fur et à mesure. Déjà, un grand merci à toute l'équipe, à savoir Mathis et Pauline pour la décoration et la direction, David et Dorian pour la caméra, Fanny et Rajiv pour le son et surtout Gabriel pour le motion design et bien sûr Eva et Alexis pour les chroniques. Merci à toi aussi. Et voilà, donc je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne journée selon à l'heure à laquelle vous regardez la vidéo.